En analyse, deux opérateurs linéaires sont omniprésents, la dérivation et l'intégration. Vous savez peut-être que ce sont en quelque sorte les versions continues de la différence et de la somme. En particulier, une intégrale est une somme continue, et une somme est une intégrale discrète. Mais est-ce qu'on pourrait faire la même chose avec la multiplication? Est-il possible de donner un sens à une version continue du produit? Et est-ce que cela amène aussi à une version continue de la division? Est-ce qu'on pourra toujours faire de l'analyse, et par exemple des approximations de Taylor? Aujourd'hui, on va parler d'analyse multiplicative et construire ces deux opérateurs. Et vous verrez qu'ils ont des propriétés très intéressantes. Pour commencer sur de bonnes bases, on va faire un rapide rappel sur la construction de l'intégrale usuelle. L'idée est de chercher à mesurer l'aire sous la courbe d'une fonction, même si on peut mesurer d'autres choses comme sa longueur. Mais sans outil particulier, c'est assez difficile à faire. On sait calculer l'aire de figures simples, comme des rectangles ou des triangles assez facilement, mais une courbe abstraite, c'est une autre histoire. Donc on va plutôt approximer cette aire avec des rectangles, calculer l'aire cumulée de tous les rectangles, et ensuite faire tendre la largeur des rectangles vers 0. Ça s'appelle la méthode des rectangles, et on définit alors l'intégrale de la manière suivante. En partant d'une fonction f, on prend la somme des aires des rectangles, ici calculée comme f de xk fois delta x, et ici, tous les delta x sont identiques, et correspondent à la largeur d'un rectangle. On fait alors tendre le nombre de rectangles vers l'infini, ce qui fait au passage tendre delta x vers 0, et on obtient la définition de l'intégrale selon Riemann. Et ici, on voit bien pourquoi l'intégrale est une version continue de la somme. Bien. Maintenant, essayons en remplaçant cette somme par un produit. On a donc le produit des f de xk fois delta x, et en passant à la limite, on obtient systématiquement 0. Et oui, on multiplie par delta x, mais on fait tendre delta x vers 0, et les f de xk restent finis, donc logiquement, la limite sera nulle. Pour résoudre ce problème, on va passer le delta x en puissance, puisque là où ajouter un terme qui tend vers 0 se comporte très bien pour prendre une limite d'une somme, pour un produit, il faudrait plutôt un terme qui tend vers 1, et on obtient ça en mettant delta x à la puissance des f de xk. Ainsi, on souhaite prendre la limite du produit suivant. Évidemment, on n'a pas du tout vérifié que cette limite existe, ni même qu'on soit capable de la calculer pour l'instant. Et c'est pour ça qu'on va établir un lien entre cette nouvelle intégrale qu'on va appeler multiplicative, et qu'on va noter comme ça, et l'intégrale de Riemann qu'on connaît bien et qu'on sait manipuler et calculer efficacement. Repassons à la définition qu'on vient d'établir. Pour passer d'un produit à une somme, on sent que le logarithme va être assez utile. Alors passons tout ça au log. Comme le log est continu, on peut l'échanger avec la limite, et en utilisant la propriété du log sur les produits finis, on peut sortir ce produit et en faire une somme. De la même manière, on peut sortir le delta x en exposant et en faire un facteur, et ce qu'on obtient ici, c'est exactement l'intégrale du log de f. On a donc l'égalité suivante. Le log de l'intégrale multiplicative de f est égal à l'intégrale du log de f. Et on peut prendre l'exponentielle de chaque côté pour obtenir cette égalité. Avec cette équation, on voit directement que l'opérateur qu'on est en train d'essayer de construire n'est bien défini que sur des fonctions positives, ce qui limite un petit peu son utilisation. Mais, pour nous consoler, on a pas mal de propriétés intéressantes qui rendent son utilisation très agréable dans certains cadres. La première propriété, c'est celle qui m'a fait m'intéresser à ce sujet en premier lieu. L'intégrale multiplicative d'un produit, c'est exactement le produit des intégrales multiplicatives. Et ça se montre très facilement. En revenant à l'intégrale multiplicative du produit, on écrit la définition, et le log fait tout le travail pour nous puisque l'intégrale usuelle est linéaire. Donc plus besoin de faire des intégrations par partie pour intégrer des produits. De la même manière, on montre que l'intégrale multiplicative d'une fonction à la puissance d'une constante, c'est l'intégrale multiplicative de la fonction, le tout puissance cette constante. Et en fait, on transmet la linéarité de l'intégrale usuelle en une sorte de linéarité multiplicative grâce au log. On a aussi une relation de Chasles, mais avec une multiplication. Et encore une fois, le log fait tout le travail. J'insiste pas mal sur le fait que le log fait tout le travail. On en reparlera vers la fin de la vidéo, mais ça vient du fait que c'est un isomorphisme. Bon, c'est marrant de faire des définitions, mais voyons un peu ce que ça donne en pratique. La première chose qu'on aurait envie d'intégrer, c'est la fonction nulle. Mais comme on prend un log, on va pas pouvoir faire ça. Alors tentons avec une constante strictement positive qu'on va appeler a. En utilisant la formule qu'on a montrée plus tôt, ça nous donne l'exponentielle de l'intégrale de ln de a. En calculant l'intégrale en exposant, on a exponentielle de x ln de a plus c. Et ça fait exponentielle de c fois a puissance x. On remarque qu'à l'instar de l'intégrale usuelle qui est définie à une constante additive près, on a ici une constante multiplicative e puissance c.
On reviendra sur cette fonction juste après, mais avant, je voudrais étudier l'intégrale multiplicative d'autres fonctions usuelles. Essayons par exemple d'intégrer un monôme a fois x puissance i. Comme l'intégrale multiplicative est multiplicative, on peut séparer l'intégrale en deux et sortir le i en puissance. Ce qui nous donne cette intégrale qu'on vient de calculer, et l'intégrale multiplicative de x, le tout puissance i. On utilise encore la même formule pour avoir l'exponentielle de l'intégrale de ln de x, donc l'exponentielle de x ln de x moins x plus c. On distribue le i en puissance et on sépare les exponentielles, on simplifie, et on peut rassembler k et e puissance ic en une seule constante c. On rassemble les deux derniers facteurs, et on obtient enfin ce résultat. Attention, ça nous dit absolument pas comment intégrer des polynômes, puisque l'intégrale multiplicative n'est pas du tout linéaire pour l'addition. En revanche, ça nous permet d'intégrer l'équivalent des polynômes dans le monde multiplicatif. On va faire le parallèle avec les polynômes et l'intégrale usuelle. Si on essaye d'intégrer plusieurs fois cette fonction, on aura quelque chose qui ressemblera beaucoup à ce qu'on obtient quand on intègre additivement plusieurs fois une constante, à savoir un polynôme, dont le degré augmente de 1 à chaque intégration. En fait, on peut s'éviter les calculs répétitifs d'intégration en passant juste un polynôme abstrait à l'exponentielle, et on retombe exactement sur un polynôme multiplicatif. Et ces polynômes multiplicatifs, ils sont pas là juste pour faire joli. Ils remplissent exactement le même rôle que les polynômes additifs en analyse usuelle. Par exemple, toute fonction continue positive peut être approchée par une suite de polynômes multiplicatifs, et on sait le faire explicitement. C'est l'équivalent de l'approximation de Taylor dans le monde multiplicatif. On reviendra sur ça quand on aura parlé de la dérivée. Si vous voulez encore un autre exemple, Axel Arnaud a fait une vidéo sur le même sujet, et il a fait l'exemple du calcul de l'intégrale multiplicative de cos de x. Allez voir ça, c'est très bien expliqué. Ok, on a réussi à construire l'opérateur qu'on voulait, et on a donc une version continue du produit. En procédant de la même manière, on va pouvoir construire une dérivée multiplicative qui va jouer le même rôle que la dérivée, mais dans le monde multiplicatif. Quand on regarde la dérivée d'une fonction, on s'intéresse à la différence entre f de x et f de x plus un petit pas h. Et on regarde la pente de cette droite rouge, c'est-à-dire le rapport entre la différence en ordonnée et la différence en abscisse. Ça nous permet de savoir à quelle vitesse la courbe évolue. Et ensuite, on fait tendre la différence en abscisse vers 0 pour obtenir la vitesse de la courbe à un instant précis. Sur un graphe, on peut regarder cette courbe par exemple. Prendre un écart h en abscisse qui commence à 10, et en faisant tendre h vers 0, la courbe rouge devient la dérivée de la courbe bleue. Reprenons alors la définition de la dérivée usuelle. On va renommer h en delta x pour faire un parallèle avec l'intégrale. Pour plus de clarté, on va écrire 1 sur delta x comme un facteur. On change la soustraction en division, et on passe le facteur 1 sur delta x en puissance. On obtient alors un opérateur qui nous donne la vitesse d'évolution relative de la courbe, plutôt que l'évolution brute comme la dérivée standard. Et on va en prendre à la limite quand delta x tend vers 0. Cette limite, c'est notre dérivée multiplicative, et on va la noter comme ça. Comme tout à l'heure, on voudrait s'assurer que cette limite est bien définie, ou au moins savoir quand elle l'est. On va donc, encore une fois, passer au log. Par continuité du log, on peut le mettre dans la limite, puis on utilise ses propriétés bien connues pour faire tomber la puissance et transformer la division en soustraction. On a alors une équation similaire avec celle des intégrales, mais avec les dérivées. On peut aussi remplacer la dérivée de ln de f par f' sur f pour étendre la définition à des fonctions qui ne s'annulent pas, plutôt qu'à seulement des fonctions positives. Ça revient juste à prendre la valeur absolue sur des fonctions négatives. Comme pour l'intégrale multiplicative, la dérivée multiplicative est linéaire pour la multiplication. On va pas refaire tous les calculs puisque c'est toujours la même chose, le log fait tout le travail. En conséquence de ça, par exemple, de la même manière qu'ajouter une constante à une fonction ne change pas sa dérivée, multiplier une fonction par une constante ne change pas sa dérivée multiplicative. En effet, la dérivée multiplicative d'une constante sera naturellement 1, puisque la constante ne bouge pas, et c'est comme la multiplier par 1. Si on regarde maintenant une fonction exponentielle, sa dérivée multiplicative est sa base. Et en fait, en reprenant les polynômes multiplicatifs, on remarque que la dérivation fait perdre un degré, ce qui est plutôt attendu. D'ailleurs, l'exponentielle aussi elle change. Si on essaye de résoudre cette équation différentielle, on trouvera que l'exponentielle double en est solution plutôt que l'exponentielle simple. On peut aussi regarder un monôme additif. Et par linéarité sur la multiplication, il suffit en fait de savoir dériver l'identité, et ce calcul nous donne l'exponentielle de 1 sur x. On a aussi une formule pour dériver la somme de deux fonctions.
ce qui nous permet par exemple de dériver multiplicativement des polynômes additifs, qui sont, je le rappelle, très difficiles à intégrer multiplicativement. Il est aussi possible de retrouver quelques autres formules, comme ces trois-là. La première vient du fait que l'exponentiation n'est pas commutative, et elle transforme la dérivation multiplicative à gauche en dérivation usuelle à droite. La deuxième, c'est l'équivalent de la formule de Leibniz, et la troisième, c'est la dérivation d'une fonction composée. Enfin, on peut mentionner cette dernière formule, qui est une version encore plus fidèle de la formule de Leibniz, qui fait intervenir cette fois cette hyperopération, qui est une version de l'exponentiation commutative et associative. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Jusqu'à maintenant, on a défini deux opérateurs, l'intégrale multiplicative et la dérivée multiplicative, sans même vérifier qu'ils sont bien l'inverse l'un de l'autre. Fort heureusement, c'est le cas. Intégrer multiplicativement puis dériver multiplicativement une fonction, ça redonne exactement la fonction. Et dériver multiplicativement puis intégrer multiplicativement une fonction, redonne aussi la même fonction à une constante multiplicative près. Cette constante d'ailleurs, elle dépend uniquement de la borne inférieure d'intégration. D'ailleurs, maintenant qu'on peut parler de dérivée multiplicative, on peut retrouver le théorème fondamental de l'analyse en version multiplicative. Ça permet par exemple de calculer la moyenne géométrique d'une fonction sur un intervalle. On peut aussi par exemple retrouver une formule d'intégration par partie un peu modifiée. On a une dérivée multiplicative à gauche de l'égalité et une dérivée usuelle à droite. Ça vient encore du fait que l'exponentiation n'est pas commutative. La dernière chose dont je voudrais parler aujourd'hui, en grande partie parce que ça fait des belles animations, c'est l'approximation de fonctions c infinies via des polynômes multiplicatifs. On sait déjà grâce à Taylor que toute fonction c infinie peut s'approcher par des polynômes, c'est notamment ce qui donne les développements limités. Eh bien, on peut faire la même chose avec les polynômes multiplicatifs, qui sont en réalité des produits d'exponentiels. Voici donc quelques approximations avec des polynômes multiplicatifs de fonctions plus ou moins connues. D'abord, la fonction sinus. La fonction inverse, et l'exponentielle. Puisqu'elle est elle-même un polynôme multiplicatif de degré 1, son approximation multiplicative de degré 1 est déjà exacte. Dans certains cas, comme le sinus, Taylor additif est plus rapide à converger. Et dans d'autres, comme la fonction inverse ou des exponentielles, c'est Taylor multiplicatif qui gagnera. Tout au long de la vidéo, j'ai remplacé l'addition par une multiplication grâce au log, qui est un isomorphisme entre les groupes R munis de l'addition et R plus étoile munis de la multiplication. Et donc tout le travail est fait automatiquement par cet isomorphisme. On pourrait très bien prendre n'importe quel autre isomorphisme, et l'opération du nouveau groupe remplacerait l'addition, tout comme la multiplication le fait avec le log. On aurait alors plein de nouvelles intégrales et dérivées, avec leurs théorèmes et subtilités qui leur sont propres. On pourrait aussi partir dans une autre direction et construire d'autres dérivés en manipulant les infinitésimaux. La dérivée classique, on la connaît, c'est dy sur dx, donc le rapport entre l'évolution en y et l'évolution en x. Mais pourquoi pas prendre l'inverse, dx sur dy, ou dy moins dx, celle-ci est toujours nulle. Ou carrément, changer l'évolution absolue dy en évolution relative dy sur y. Si on divise cette variation relative par la variation absolue dx, on obtient dy sur y dx, et en passant à l'exponentielle, on obtient exactement la dérivée qu'on a construite dans cette vidéo. Logarithmiquement, c'était qu'au voisinage.